Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 chronos. Bienvenue pour cette émission de rentrée de Voitures de légende. Nous sommes au Sablon à Bruxelles pour un petit événement très sympathique. C'est une première, en l'occurrence Ladies Classic, Jean-François de Villers, Ladies First donc. Ben oui, l'automobile, on a l'habitude de l'avoir conduite par des hommes, mais j'avais envie en Belgique d'avoir une épreuve aussi au féminin. Et les participants me l'avaient demandé de réfléchir à un projet, et au printemps on s'est dit qu'on allait le faire cette année, donc voilà, le bébé est né. Alors les équipages sont 100% féminins, donc les hommes ne sont pas tolérés. Oui, malgré un peu de lobbying de la part des maris, on a vraiment décidé de réserver 100% féminin. Donc là, c'est en l'occurrence 24 équipages, toutes des femmes. Donc c'est très bien pour l'automobile. Je vois que les maris, les propriétaires, les collectionneurs sont quand même solidaires. Alors parlez-nous un peu du parcours et comment ces dames vont se débrouiller d'après vous. Ça dépend des dames, mais le parcours, en fait, on quitte ici Bruxelles et puis on va vite vers le Brabant wallon et on va descendre rapidement dans le Condro pour aller faire les belles routes au sud de Namur. On va déjeuner dans un endroit assez idyllique qui s'appelle le Château de la Poste et puis on va revenir au Sablon fin d'après-midi, 300 km au compteur en fin de journée, donc déjà une belle première prise de main en l'occurrence. Alors formidable, et comme d'habitude pour les organisations de Jean-François, eh bien évidemment la météo est complètement estivale, une fois n'est pas coutume. Ce sera le cas certainement aussi dans 3 semaines pour sa prochaine organisation, les 12 heures de oui, mais on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, nous on va prendre l'air de la montagne en s'élevant un peu vers les lacs helvétiques, puisqu'on vous propose, on vous avait présenté ce très beau rallye Swiss Lake dans notre émission du mois de juillet. Cette fois, voici l'édition 2011 avec un Belge à la fête. Les concurrents du Swiss Lake Classic de l'édition 2011 sont partis de Montreux pour un parcours de 282 km qui passera par plusieurs lacs, en passant par Niederstocken pour terminer à Stoos, niché dans un magnifique paysage alpin au pied du Fronalpstock. Le village de vacances de Stoos est situé sur le haut plateau ensoleillé du même nom, à environ 1300 mètres d'altitude. Rares sont les événements de cette ampleur se déroulant uniquement sur sol helvétique et sur une période de 5 ans. Un pari osé, voire un peu fou. Une cascade de concours de circonstances qui ont permis de réunir toutes les pièces de ce puzzle pour aboutir au Swiss Lake Classic. Les organisateurs, Georges Levanchy et Hugues de Belfroy, ne sont pas des inconnus dans le domaine de l'événementiel, mais convaincre sur du long terme n'est pas forcément chose aisée. Ce projet a pu voir le jour grâce à une totale harmonie à Montreux. Le départ est donné et les concurrents s'appuient sur un roadbook pour parcourir cette distance. Il faut noter que pour l'événement, les organisateurs, outre l'assistance réalisée pendant la course par le Touring Club de Suisse, a réservé des équipes d'assistance mécanique au cas où il y aurait quelques réparations importantes à réaliser. Belle précaution car plusieurs véhicules d'un autre temps ont pu profiter de cette aubaine. Donc pendant 5 ans, chaque année, les concurrents devront sillonner la Suisse, allant d'un lac important à un autre. Ce seront environ 4000 km qui auront été parcourus au total, avec pour but final d'arriver à Genève en 2015 pour fêter l'anniversaire d'une grande marque de montres.
Pour la seconde journée, départ pour 248 km en prenant la fameuse Actionstrasse pour l'Appenzell, Bad Ragaz et le lac de Davos. Il faut s'imaginer parcourir ces routes suisses à la recherche d'un nouveau lac en prenant des voies souvent ignorées de la plupart des personnes. Des concurrents étrangers ont même été surpris de passer au milieu de vaches. Ce sont des souvenirs comme ceux-là qui ne seront pas près de s'effacer. C'est cela l'ambiance du Swiss Lake classique, emprunter des routes inhabituelles et découvrir des sites magnifiques. De virage en lacet, la ligne droite en contour, les participants ont goûté aux joies du pilotage pendant 3 jours pour arriver, fait exceptionnel, devant le palace à Davos où l'organisation avait placé des bâches pour garer les voitures. Tels des abeilles en manque d'essaim, les promeneurs se sont rapidement retrouvés autour de ces bolides d'antan pour partager avec leurs propriétaires respectifs quelques anecdotes sur ce rallye unique en son genre. Pour la dernière étape, Davos vers Sils Maria, petit village situé dans le Grison à 1800 mètres d'altitude, au sud-est de la Suisse et retour à Davos. Les participants parcourent le Flou et la Passe et le lac de Livigno, frontière italo-suisse, puis Bormio, station de sport d'hiver de la Lombardie, et retour en Suisse en direction du lac de Poschiavo, du lac Blanche et Bjergund, et sa rivière encaissée dans les rochers en aval de Preda.
elle a contraint les bâtisseurs de la désormais célèbre ligne ferroviaire à réaliser plusieurs viaducs et tunnels hélicoïdaux. C'est aussi le paradis pour les participants, confrontés à la montagne et sa multitude de virages. Une seule phrase est à retenir de la part de tous les participants, malgré quelques perturbations climatiques, que du bonheur. Ils n'en reviennent toujours pas d'avoir découvert quelques endroits sauvages à portée de pneus. Quelle récompense pour les organisateurs que de tels éloges pour un rallye parti d'une idée un peu folle. Au classement général, avec le calcul en fonction des handicaps, il faut saluer la victoire de George Howitt et Ram Boots sur leur Bentley de 1936, devant l'équipe Jean-Pierre Veillevoix et Van Damme sur Ferrari 250 GT Testarossa. Le podium est complété par la famille Van de Papelier sur leur splendide Lancia Aurelia de 1955. Retour au Sablon à Bruxelles pour cette première édition du Ladies Classic avec des équipages absolument charmants. Bonjour mesdames. Bonjour. Tatiana, c'est une première pour vous, siège de droite je constate. Oui, c'est une première en tout cas ici à Bruxelles pour ce rallye un peu plus charmant avec de belles voitures. J'en ai déjà fait un autre mais dans un autre style, c'était le rallye des gazelles. Donc voilà, première édition pour Bruxelles. Alors rallye des gazelles c'était aussi uniquement des équipages féminins. Ça vous plaît cette convivialité entre femmes? Oui, et puis bon, on est difficilement, enfin de plus en plus maintenant, on est associé au monde de l'automobile mais trop peu à mon goût alors que les femmes s'intéressent aux voitures, elles aiment conduire. Elles aiment parfois aussi la vitesse et belles choses. Donc voilà, ça me plaît qu'on nous intègre un peu plus dans ce domaine. Eh bien, formidable. Ça ira pour le roadbook? Alors je vous propose de faire une interview à la fin. Si on arrive à l'heure ici, peut-être rendez-vous demain ou après-demain, on ne sait-on jamais. En tout cas, amusez-vous bien. Bonne route, Merci mesdames. Beaucoup. Voilà, nous on va changer complètement de décor puisqu'on part dans l'univers de la course de côte avec la traditionnelle montée du maquisard. C'est devenu une étape incontournable au calendrier national et régional. La montée historique du maquisard s'annonce à la mi-août. Et pour sa 6e édition, la Royal Écurie Ardennes a une fois encore atteint son quota maximal d'engagés, les organisateurs étant même contraints de refuser du monde. Avec quelques 131 bolides se présentant au pied de cette côte de 2340 mètres, reliant le hameau de Marteau au monument du maquisard inconnu de l'Arrêt, le moins que l'on puisse dire, c'est que le concept fait mouche, quand bien même la plus grande partie de la journée est dénuée de tout chronométrage officiel, faisant place à de la simple démonstration. Je pense que c'est d'abord le caractère bon enfant de l'organisation, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est, je pense que la côte du maquisard est quelque chose qui attire les gens parce que c'est une côte qui n'est pas trop difficile, il y a un peu de technique, il y a un peu de rapide. Si on veut faire un temps, il faut être très rapide, c'est une côte très technique. Mais pour faire une montée, je veux dire normale, ce n'est pas une côte trop technique. Et alors surtout, il y a moyen de mettre beaucoup de spectateurs et ça c'est vraiment l'avantage de la côte.
Principale nouveauté de ce millésime 2011, les spectateurs du Maquisard ayant bravé une pluie intense en première partie de journée allaient pouvoir profiter d'un spectacle non-stop dès l'instant où même les voitures non immatriculées ne redescendaient pas la côte à l'issue de chaque montée. Un subterfuge obtenu en totale collaboration avec les forces de l'ordre qui escortaient les bolides par la nationale pour les amener à un parc de regroupement, puis au pied de la côte pour la montée suivante. On pouvait donc parler de démonstration en continu cette année. C'est devenu une excellente habitude au Maquisard, plusieurs bolides magnifient le concept de course de côte historique. Après avoir défrayé la chronique en 2010, l'Aston Martin Grand Prix 1925 de Robert Eben était de retour pour le plus grand bonheur de tous. L'occasion de se rappeler qu'avant l'avènement des Formule 1 à l'aube de la décennie 50, c'est ce type de voiture qui jouait la victoire dans les plus grandes courses internationales. Mais la reine du Maquisard 2011 était une autre voiture de Robert Eben, moins sportive certes, mais terriblement attrayante. Datant de 1935, cette Talbot Lago à la ligne effilée appartient au panthéon de l'histoire automobile, tant par sa grâce que ses performances, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette ligne n'est pas d'origine italienne, mais bien française. Ça se passe comme l'année passée. On est toujours dans une phase rodage, donc on ne peut pas aller trop haut dans les tours. Et c'est quand même pas une voiture super puissante. Donc on s'amuse surtout dans les glisses, dans les virages. Dans un tout autre rayon, Philippe Timperman retrouvait avec délectation le volant de cette exceptionnelle Chevrolet Corvette 1959, peut-être pas taillée pour la course dans cette version, mais terriblement attrayante et à la bande-son inimitable. Parce qu'il s'agit d'une production régionale digne de figurer dans un album de Michel Vaillant arrivé en droite ligne des années 70, la pâle Horizon était l'une des figures emblématiques de cette montée du Maquisard 2011. Récemment acquise par Bernard Herrmann, elle n'a pas manqué de susciter la curiosité d'un bout à l'autre de la journée avec cette ligne aussi étrange que séduisante. C'est une Opel Horizon de 68, c'est une mécanique BMW 2002 avec 2 Weber. C'est une voiture qui a été construite à 9 exemplaires et on en connaît encore 6 en vie, on va le dire ainsi, dont 3 qui roulent. J'ai acheté cette voiture il n'y a pas longtemps. Elle est restée longtemps sur Internet avec aucun preneur et puis pour finir je l'ai achetée. C'est ni une belle voiture, mais c'est une voiture d'exception. Elle est sympa, elle n'a pas de passé glorieux, mais voilà, c'est une voiture belge et c'est pour ça que je l'aime bien. Parmi les autres joyaux en action lors des montées non chronométrées du Maquisard, on retrouvait cette Porsche 356B 1962, engagée par un habitué de l'épreuve, Michel Adam, une voiture dont le moteur de 1600 cm3 respire la santé. D'un an la cadette de la Porsche, la MGB Sebring d'Étienne Vanel compte parmi les incontournables des rassemblements d'anciennes. Un titre que peut certainement lui contester la tout aussi britannique Gilburn GT, qui date de 1965, ou l'histoire d'une marque née au Pays de Galles, qui a puisé dans la banque d'organes de MG de quoi motoriser ses productions semi-artisanales. Bref, un parfait condensé de l'automobile à l'anglaise, et doté d'une ligne harmonieuse à souhait. Cet exemplaire, qui date de 1965, était présenté par Arno van der Meulen. De la fin des 60s nous est aussi arrivé cette Hillman Him de Thomas Collard qui se distingue par son petit bloc moteur de 1000 cm3, un classique du genre au Maquisard. Comme toute manifestation historique qui se respecte, la montée du Maquisard a permis au public de célébrer quelques anniversaires importants. Point de Jaguar type E cette fois, mais une magnifique Volvo P1800S de 1967, propriété de Luc Verhulst. Une voiture soufflant cette année ses 50 bougies, notamment entrée dans l'histoire par la grâce du saint Simon Templar. Autre jubilé d'envergure, les 50 ans de la Renault 4, et aussi improbable que cela puisse paraître, à l'image du rallye de Monte-Carlo historique, l'une de ces valeureuses 4L s'est lancée à l'assaut de la côte spadoise du Grand Art. La marque aux losanges était d'ailleurs bien représentée, avec notamment cette Renault Dauphine 1967 engagée par Bernard Garçou, et dont la France compte encore de nombreux exemplaires survitaminés. Plus récente puisque datant de 1984, cette Renault 5 est en fait une version Alpine Turbo dont son propriétaire Jean-Marc Ruet parle avec passion. Elle est de 1984, donc moi je l'ai rachetée chez BHR. Et puis alors j'ai commencé un peu à la transformer, un peu à réparer un peu tout. Et maintenant bon, elle commence un petit peu à aller comme il faut, donc voilà.
Et pour en terminer avec l'épisode Renault, que serait une montée historique du maquisard sans la présence de la reine Alpina 110 ? 3 exemplaires du best-seller de Jean Rédélé ont été vus en action cette année, aux mains de Charles Stillman, Julien Thirifailly et Pierre Gall, des voitures à mécanique 1600 cm3 datant de 1971 et 1977. Particularité d'une épreuve telle que la montée historique du maquisard, son public est composé d'un subtil mélange d'inconditionnels de voitures anciennes et de badauds ne voulant rater pour rien au monde ce grand festival de glisse en tout genre. Des spectateurs confondant parfois de siamoises au pédigré pourtant bien différents. La Peugeot 203 de l'inimitable Georges Chalsech, éternel adolescent du sport auto, et cette Volvo PV 544 datant de 1964, engagée par Patrice Simon. On reste dans le clan des voitures venues du froid, bien représentées, pour saluer les prestations de l'inégalable François de Spa, dont la Saab 96 ex-usine de 1973 a reçu en ses entrailles une nouvelle mécanique après la désillusion des Legend boucles de Spa. On a dû refaire un moteur complet là, mais j'ai trouvé un préparateur qui sait ce qu'il fait et maintenant j'ai un bon moteur et elle est fiable apparemment, donc c'est parfait. Ce qui nous amène à quelques classiques du genre dans les épreuves de la Royal Écurie Ardennes, avec notamment l'Alfa Romeo Sprint Veloce 1966 d'Yves de Flandre. On reste en Italie avec la très belle Lancia Fulvia 1972 de Michel Ornis, compère de Jean-Pierre Van de Vover, dont bien des compétitions. Quant au Porsche 914-6, elles étaient 2 cette année au maquisard, construites en 1972 et domptées par Julien Pes et Daniel Reuter, des bolides performants à la sonorité rageuse, bref, des incontournables du genre. La plus belle et grosse surprise de ce maquisard 2011 était à mettre à l'actif de Raphaël van der Straten, qui a pour particularité de passer avec un égal bonheur de la Ford Mustang FR500 GT3 aux 24 heures de Spa à la Ford Mustang Groupe 2 1967 en course de côte historique. Certes, son bolide bénéficie d'un coefficient d'âge favorable et sur un tracé qui est resté très glissant, l'ami VDS a mis de très grands gaz pour bousculer les valeurs établies et prendre une superbe 2e place finale du très grand art assurément. Ça a marché super bien et alors je suis super content parce que je suis entre les 2 vainqueurs de l'année passée. Voilà. Comme l'an dernier, Jean-Pierre Van de Vover a imposé sa Lancia Beta Monte Carlo Groupe 4 au terme de cette montée historique du maquisard 2011. Je ne m'en lasse pas. Par contre, au niveau du temps, on n'était pas super gâtés. Donc, heureusement qu'il y avait encore 2-3 virages où ça glissait vraiment très fort. Je pense que mes copains ne vont pas dire le contraire. Il y avait 2-3 endroits où pour passer et arriver, il fallait vraiment être très très motivé. Je pense qu'on a été tous les 3 très motivés. Et pour le reste, comme le veut une autre tradition au maquisard, c'est par une remise des prix festive que s'est clôturée cette édition 2011. Un millésime qui en appelle beaucoup d'autres, mais qui aspire aussi à retrouver un soleil d'été. Et pour conclure, on embarque avec le double vainqueur en date du maquisard, Jean-Pierre Van de Vover, histoire de profiter une dernière fois de cette course de côte spectaculaire à souhait. Action! Eh bien, des hauteurs de Spa, nous redescendons
sur Bruxelles avec au Sablon, ici toujours, la présentation du Grand Prix de Bruxelles. Ce sera le premier week-end de septembre sur le plateau du Heysel. Les voitures vont passer sous l'Atomium. Serge Stevens, vous êtes le patron du Formula Club, l'organisateur de cette manifestation. C'est un revival en quelque sorte du Grand Prix de Bruxelles qui s'annonce. C'est la commémoration du premier Grand Prix de Formule 1 qui a eu à Bruxelles en 1961. Alors effectivement, 50 ans, je ne me trompe pas, un demi-siècle donc pour ce Grand Prix. Nous, ce sera 5 ans pour l'émission Voiture de légende. Ce sera l'occasion aussi de faire une émission anniversaire au Heysel. Soyez présents le 3 et le 4 septembre. Expliquez-nous un peu en quoi consiste la manifestation. C'est une exhibition, une démonstration, en aucun cas une compétition. Non, voilà. Donc nous sommes quand même en ville et donc nous allons faire une démonstration. Nous aurons 5 plateaux. Nous aurons donc les plateaux avant-guerre, les plateaux Grand Prix qui ont roulé à l'époque, les plateaux du Formula Club qui sont donc toutes les monoplaces du Racer 500 à la Formule Indy, et nous aurons les Formule 1 pré-85. Donc nous aurons une belle palette de Formule 1 que l'on a connues à l'époque. Formidable. Eh bien, si vous voulez voir de vraies voitures de course en démonstration à Bruxelles, eh bien, ce sera donc le premier week-end de septembre, les 3 et 4 septembre, pour cette résurrection du Grand Prix de Bruxelles. 50 ans après, nous, ce sera la 5e année de Voitures de légende. Ce sera l'occasion de mettre les petits plats dans les grands. Soyez nombreux au Heysel sous l'Atomium. Et d'ici là, eh bien, bonne route, amusez-vous bien et rendez-vous le mois prochain. Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 chronos.